Merci d'être si nombreux. Ça fait toujours très plaisir d'être devant une salle qui sera certainement très attentive. Nous avons le plaisir et l'honneur, on peut dire, de recevoir M. Enrico Letta, homme politique italien, bien sûr, membre du Parti démocrate, et Enrico Letta qui a été président du Conseil des ministres italiens entre 2013 et 2014. Depuis 2015, figurez-vous, il est parisien, doyen de la Paris School of International Affairs. C'est une école qui dépend de Sciences Po, dont il est le président. École récente d'ailleurs relativement, créée en 2010, et qui porte beaucoup de messages, notamment sur sa vision de l'Europe. On aura l'occasion de le détailler avec lui. Très brièvement, parce qu'on va commencer par parler de votre parcours, Enrico Letta, et de votre parcours politique aussi, des conditions dans lesquelles vous avez quitté ce régime et ce gouvernement, pour venir justement en France. Vous vous dites à la fois italien et européen, pas encore français, mais ça aurait pu, car vous êtes né à Pise et vous avez été en grande partie élevé à Strasbourg. Voilà, ce qui vous a très vite rapproché des questions européennes et des frontières à supprimer, en tout cas au niveau européen. J'ai dit pendant 10 mois les conditions de votre départ. Le président Giorgio Napolitano, grande figure de la politique italienne, vous avez demandé de former un gouvernement. C'est qu'en Italie, ce système politique est toujours un petit peu compliqué de former des gouvernements qui ne sont pas toujours très stables. On le voit encore ces jours-ci. Et vous avez donc pris ce gouvernement en déclarant, je voudrais juste pour bien installer votre vision de votre pays et de l'Europe, vous avez un discours politique général qui avait été très remarqué à l'époque, réformiste, pro-européen, d'emblée. L'Union européenne souffrirait d'un manque de légitimité, d'efficacité, je pense que vous le diriez encore aujourd'hui, et que par ailleurs, en Italie, la situation actuelle, nous étions en 2013, ne peut plus durer, en Europe non plus, car les politiques d'austérité ne suffisent plus. Vous pensez encore ces deux assertions, j'imagine, Enrico Letta? Bonjour à tous et à toutes. Je suis particulièrement content d'être ici à nouveau. C'est ma deuxième au rendez-vous de l'histoire. C'est un lieu magnifique et ici aussi un peu magique, donc on va faire un peu de magie. Nous les Italiens, on est très bons en magie, surtout dans la politique, donc vous allez voir. Merci beaucoup de cette opportunité de raconter un peu de choses que je pense sur mon pays, sur ses relations avec l'Europe et la France, et naturellement sur l'Europe aussi. Donc oui, je pense que aujourd'hui on entre surtout dans une période européenne très intéressante, avec la nouvelle Commission européenne et tout ce qui est en train de se passer. Et les périodes que vous citiez, 2013, on était complètement dans un autre monde dans lequel on n'avait vraiment pas compris. On n'avait pas vu venir ce qui était en train de se passer, et à la fin, les conséquences ont été très négatives. Et aujourd'hui, on les paie encore. Moi, je suis parmi ceux qui pensent que les conséquences politiques, les conséquences de tremblements de terre sociaux, le fameux populisme dont on parle, j'ai un peu de problème à parler de ça, parce qu'on a en premier rang le plus grand expert du populisme, qui est Marc Lazare, donc il va m'interroger après. Je vais prendre une mauvaise note, sûrement. Mais donc, je crois vraiment qu'on n'avait pas compris à ce temps-là que tous ces phénomènes de tremblement de terre économique, la question des migrations et tout ça, auraient amené des conséquences et des vagues sociales et après politiques. Et aujourd'hui, on est là. Et donc, on est en train de voir. Et pour moi, c'est très intéressant de voir comment les choses sont en train de se développer et d'espérer aussi que les choses se développent. J'ajoute aussi que quand j'ai reçu l'invitation des rendez-vous de l'histoire, l'Italie était sous Salvini. Maintenant, les choses sont un peu changées. Mais quand j'avais reçu l'invitation, j'avais dit il faut que je vienne, que je raconte mon idée d'Italie. Bon, maintenant, c'est... Si, vous allez quand même me la raconter, d'abord parce que c'est un gouvernement, peut-être que vous ne le direz pas, mais qui est encore fragile lui aussi, et qu'il peut se passer beaucoup de choses d'ici les prochaines élections. Alors, il l'est pour beaucoup de raisons. La première, le fait que le système italien est un système, comme vous savez très bien, parlementaire pur. Donc c'est un système dans lequel c'est le Parlement qui donne la légitimité au gouvernement. Et ce Parlement est un Parlement qui est issu d'une élection qui a fait un tremblement de terre et qui a
créé 3 blocs, et ces 3 blocs étaient, en principe, c'était impossible que les uns et les autres parlent entre eux. Et donc le 5 étoiles avait commencé cette législature en disant « nous on va gouverner tout seul, point ». Et à la fin, il se trouve avoir fait une année de gouvernement avec la Lega, et maintenant une autre année, j'espère, autre 3, 4 années, dans l'autre alliance. Donc ça veut dire qu'à la fin, le système parlementaire oblige aux alliances, et en Italie on le sait, on le fait. Et j'ajoute une chose assez d'orgueil national, on a même un know-how qui est plutôt positif, et dont je porte un peu d'orgueil, surtout quand je vois ce qui se passe au Royaume-Uni, et ce qui se passe aussi en Espagne, pays que j'adore, mais dans lequel le fait de ne pas trouver la possibilité de faire des accords en n'ayant personne, la majorité absolue, si le régime est parlementaire, il faut faire des accords. Et donc voilà, le système italien est un système qui pousse dans cette direction. Et d'ailleurs, je ne l'ai peut-être pas assez bien précisé, mais lorsque Giorgio Napolitano, donc président italien, vous avait chargé de former un gouvernement, vous l'avez fait avec le centre-droit de Silvio Berlusconi, qui n'était pas tout à fait dans vos positions politiques. C'était une coalition dite de large entente, inédite à l'époque. Oui, mais c'était la seule possibilité pour former une coalition et pour éviter un retour aux urnes immédiats, et ça avait marché les premiers mois, puis comme, hélas, toujours en Italie, le problème des liaisons entre la justice et la politique avait fait tout de suite sauter le tout, parce que la condamnation de Berlusconi en fin juillet de l'année 2013 l'avait poussé à demander des changements de loi pour le protéger et tout ça, et moi je suis de la vieille école pour laquelle on ne fait pas des lois ad personam. Voilà, les lois sont générales, d'intérêt général, et pas pour un cas spécifique. Donc j'avais dit non, et donc la faiblesse du gouvernement et la situation politique avait tout de suite changé. Et c'est Matteo Renzi donc qui avait pris votre succession et qui à son tour reconnaît la suite. Simplement, je ne l'ai pas rappelé aussi que vous aviez une carrière très précoce en politique, vous avez été vraiment un homme politique pendant toute votre carrière, jusqu'à récemment, on va y revenir, 32 ans, ministre, je crois le plus jeune ministre à l'époque en mais Italie. Aujourd'hui, 32 ans, on est grand-père. Hein. Oui. On regarde ce qui se passe. Tout de même, ministre pour les politiques communautaires, c'était en 98, puis l'année suivante, l'industrie, enfin vous avez député européen, bien entendu, à plusieurs reprises, secrétaire d'État à la présidence, avec Romano Prodi. Peut-être un mot encore, on reste encore un instant sur l'Italie, des personnalités italiennes qui vous ont marqué, influencé, Prodi avec qui vous avez beaucoup travaillé par exemple. Romano Prodi a été sûrement une des personnalités avec lesquelles j'ai le plus travaillé, et c'est avec lui que j'ai découvert l'Europe, c'est avec lui que j'ai beaucoup travaillé sur les questions européennes, donc avec lui, avec Giorgio Napolitano, avec le mentor de Romano Prodi qui s'appelait Beniamino Andreatta, qui était un économiste. Et donc j'ai travaillé, j'ai beaucoup grandi avec ces personnalités, et je peux dire que pour moi ça a été très important de grandir avec ces personnalités, parce que pour eux, j'ajouterai aussi Carlo Azeglio Ciampi, pour eux, il n'y avait pas de différence de passeport. C'est-à-dire, j'ai appris avec eux, il fallait grandir avec des personnalités européennes qui étaient entreliées entre elles. Donc, pour moi, c'était les années 90, ça a été les années dans lesquelles j'ai eu de la chance, et là, c'est les chances de connaître les deux autres personnalités qui ont marqué ma vie politique, qui ont été Jacques Delors. Et pour moi, mon orgueil majeur aujourd'hui est d'avoir été... Vous êtes président de l'Institut Delors, bien sûr. On m'a demandé de présider l'Institut Jacques Delors, et donc de travailler avec lui. Et Helmut Kohl, et donc des personnalités avec les noms italiens qu'on a cités, qui ont été pour moi naturellement très importants, surtout sur ce sujet européen. Mais j'ajoute, il y en a d'autres. Dans ma période de gouvernement, je le dis très franchement, je ne veux pas heurter la laïcité française, mais pour moi ça a été très important d'avoir de l'autre côté du fleuve un pape comme le pape François, surtout sur la question migratoire, sur laquelle je rappelle toujours le fait qu'il a tout de suite, pour moi j'étais là, je regardais ce qu'il faisait, c'était le pape qui était venu de la fin du monde, comme il avait dit,
Et le premier voyage qu'il avait fait hors du Vatican, et vous l'avez accompagné hors des murs de la ville de Rome, c'était un voyage à Lampedusa. Et donc là, je pense le prophète, parce que c'était juillet 2013, rien ne s'était encore passé des tragédies qu'on connaissait, parce que ça a démarré en octobre 2013 et ça continue, hélas, encore aujourd'hui. La chose qui me fait plus mal au cœur, c'est que quand ça a commencé en 2013, la réaction, l'émotion de l'opinion publique a été énorme. Les enfants qui mouraient dans la mer à 500 mètres des côtes italiennes, la réaction a été importante. C'était une réaction qui nous a donné la possibilité de faire des choses importantes comme l'aéronautique. Il y a 4 jours, des enfants, à nouveau, sont morts dans la mer de Lampedusa, et tout ça s'est passé dans l'indifférence générale. Quand je dis générale, je dis quasi générale. Et je me dis que dans 6 ans, on est devenus des monstres de cynisme, tous. Et je trouve ça la chose la plus inacceptable. Et tant de morts aujourd'hui en Méditerranée, cette mer que nous aimons tellement. Et que c'est vrai que c'est extrêmement difficile à accepter. Quitter la politique, vous l'avez fait sans regret, semble-t-il, mais ça a beaucoup surpris quand même. Lorsque vous avez démissionné donc, du gouvernement, nous sommes en 2014, vous avez décidé tout de suite d'abandonner la politique en disant de toute façon, on ne peut pas faire de politique toute sa vie. Aujourd'hui, il faut avoir un métier. 16 ans, c'est déjà beaucoup. Il est temps que j'ai un métier. C'est un métier, la politique, tout de même. C'était un métier. Voilà. C'était un métier dans le temps où nos vies étaient des vies très raccourcies. Aujourd'hui, je pense que ça ne peut pas être un métier. Parce que nos vies sont beaucoup plus longues, finalement, et l'attention, le soutien des électeurs aux hommes politiques est un soutien qui ne peut pas durer les 40 ans, les 50 ans qu'on était habitué avec les gens qu'on connaissait et qui ont marqué l'histoire politique peut-être de nos 2 pays. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a une grande différence. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer que quelqu'un fasse de la politique pour 40 ans, 50 ans, sans rien d'autre dans sa vie. Et je pense que c'est bien de prendre acte de ce changement qui est lié au changement de nos vies. La technologie rend nos vies beaucoup plus pleines de sollicitations et les expériences qu'on fait un peu plus courtes. Donc, on en fait plus. Et c'est pour ça que je pense à la fin qu'il faut, et c'est ce que j'enseigne à mes étudiants, non pas seulement ceux de Sciences Po, parce que quand j'ai quitté le Parlement italien, j'ai voulu faire une chose pour les jeunes italiens qui, hélas, fuient mon pays dans des conditions que je trouve affreuses. J'en rencontre des dizaines et des dizaines de travail parisiens, je cherche leur donner les raisons pour faire une expérience à l'étranger, mais puis de rentrer, et c'est difficile de les convaincre. Et donc j'ai monté une boîte pour donner des bourses d'études à des jeunes qui viennent surtout des endroits défavorisés du pays pour faire un parcours dans les institutions. Donc qui aient envie de connaître mieux les institutions. Et je leur dis toujours au début, je n'emploie pas mes paroles, mais celles que mon mentor, mon prof d'économie m'avait dit au tout début, et je leur dis toujours, je vous passe mon expérience et l'expérience de ceux qui venaient avant moi dans la vie politique. Si vous voulez faire de la politique, il faut que vous soyez capable de savoir qu'il va y avoir des moments où vous devez prendre des décisions compliquées, dans lesquelles c'est blanc ou noir. Et dans ces moments-là, c'est ces moments-là qui vont faire l'histoire de votre vie, c'est pas le reste, ça passe. Mais il y a des moments qui vont marquer votre présence dans la vie politique. Et bien dans ces moments, vous ferez le bon choix seulement si vous serez personnellement libre. Et vous êtes personnellement libre si vous avez la possibilité de dire non et d'avoir un autre endroit ou un travail, un métier auquel vous pouvez revenir. Si vous avez ce lien qui vous tient lié à la politique, parce que c'est la politique qui vous donne le salaire à la fin du mois, à la fin, vous serez porté à ne pas faire le choix de conscience que vous voudrez faire. Et je crois sérieusement à cet aspect-là. Ce qui nous amène donc à Paris, où vous êtes aujourd'hui comme enseignant, vous l'avez dit. D'ailleurs, en vous écoutant, je me dis, dans le livre très récent que vous avez fait pareil, je n'ai pas donné son titre, mais vous allez tous comprendre
Où en est Enrico Letta avec notre vieille Europe? Faire l'Europe dans un monde de brutes, c'est le titre. Le livre est très récent, je le recommande. Il est plein de pensées tout à fait riches et où il est beaucoup question de valeurs, on va y revenir. Oui, je disais, dans ce livre-là, vous parlez notamment du programme Erasmus, incontestable succès européen, je crois que là-dessus tout le monde est d'accord. Vous vous en félicitez bien sûr, mais vous dites qu'il faudrait maintenant aller encore plus loin et s'adresser à tous les jeunes, pas seulement ceux qui font Sciences Po ou les grandes écoles, et pas seulement les universitaires, les étudiants qui ont la chance d'aller à l'université, tous les jeunes. Oui, vous allez plus loin pense... que ça, Enrico Letta, puisqu'il y a une très récente actualité, on va en parler tout de suite, c'est votre idée, donner le droit de vote aux jeunes dès 16 ans. Ça va avec tout ça? Sur la question d'Erasmus, je pense que la question clé qui est liée au fait que les gens aujourd'hui se méfient de l'Europe et se méfient non pas de l'Europe en tant que telle. Il y a une méfiance par rapport à tout ce qui est cosmopolite, tout ce qui est international, tout ce qui est hors de mon propre jardin. Et en fait, si vous prenez le vote récent au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Italie, en France, on prend tous ces pays et on a toujours la même tendance. Il y a une tendance d'un clivage qui est le clivage ouvert-fermé. C'est un clivage dans lequel, dans les grandes villes, le vote va normalement vers les candidats ou les partis les plus internationalistes, les plus européens. Le Brexit a perdu à Londres et dans toutes les grandes villes d'Angleterre. Il a gagné dans toutes les petites villes, toutes sauf Oxford et Cambridge. Et ce n'est pas un cas qu'il ait perdu dans ces villes-là. Donc il y a une question de ouvert-fermé, de niveau d'éducation et donc de niveau d'opportunité. Alors, mon point à moi a été le point de dire, en ayant eu la chance de parler beaucoup dans les villes, dans les petites villes, soit en France, soit en Italie, ça m'est venu aussi de la comparaison entre les deux pays. J'ai trouvé que surtout dans les milieux ruraux, il y a un point essentiel. Et le point est celui de dire, à la fin, l'Europe, c'est pour les gens comme vous, comme moi. Donc des gens qui ont eu la chance de faire une partie de leurs études à cause de mon père qui enseignait les maths à Strasbourg. Donc une chose totalement le hasard. Donc d'apprendre une autre langue, d'apprendre qu'à Strasbourg on est bien comme à Pise, on est beaucoup mieux à Strasbourg pour quelqu'un de Pise plutôt qu'à Florence, par exemple. Mais ça c'est une question de rivalité municipale italienne. Et on apprend. Lazare, on n'est pas surpris. Et on apprend que la tarte flambée est aussi bonne que tout ce qu'on mange chez nous. On se sent à la maison. Alors mon point à moi est le suivant. Je voyais des chiffres, par exemple, en Italie. Il y a 15 millions, une quinzaine de millions de jeunes dans mon pays. Si vous prenez un an spécifique, particulier, vous en avez, par exemple, 1,5 million qui sont sortis du pays pour des raisons de vacances ou d'études. Le reste n'est pas sorti du pays. Donc on n'a pas complètement l'idée de qu'est-ce que ça veut dire, le fait que seulement une minorité de nos sociétés est une minorité qui vit et a la continuité de l'échange avec les autres et considère que loi, je suis à la maison comme je suis à la maison à Pontaciel. Hein, c'est la même chose. Il y a des choses différentes, mais à la fin, je suis à la maison parce qu'on est en Europe. Alors, mon point à moi est le suivant, est celui de dire l'Erasmus, c'est un grand succès. Mais c'est un succès qui a été pour 3 millions de jeunes dans un total de 30 ans. Donc, c'est une petite minorité parmi les jeunes qui vont à l'université, qui sont déjà une minorité. Donc, ma proposition était celle de dire qu'il faut mettre l'argent pour faire en sorte que chaque étudiant de 16 ans, dans son parcours obligatoire à l'école, ait la possibilité de faire 3 mois, 4 mois dans un autre pays avec toutes les garanties et il apprenne une autre langue et qu'il fasse une autre expérience de vie avec quelqu'un d'autre, avec une autre place. Quelle que soit la profession à laquelle il se destine. Absolument, absolument. Et surtout, je dis ça pour une raison très simple. Et là, en vivant entre Paris et Rome, j'ai vu que entre Paris et Rome, je fréquente
beaucoup de gens dont les enfants font tous des études à l'étranger. Tous. Et ce sont des gens, quand je fréquente ces gens, je me dis, il y a un lien entre leur niveau d'ouverture des parents, leur niveau de portefeuille, parce que ça coûte faire des études à l'étranger. Et quand je vois ces parents qui me racontent que leur enfant est en train de faire 1 an de lycée à Seattle ou 1 an d'études à Londres, et je sais combien ça coûte, et je sais que pour cet enfant, pour ce jeune, la vie va changer, parce que c'est quelque chose qui te change la vie, en positif. Alors je me suis dit, on est en train de faire un nouveau clivage social. On divise nos sociétés entre ceux qui ont la possibilité de faire ça parce qu'ils viennent de familles qui leur donnent cette possibilité, et les autres. Donc voilà pourquoi l'idée de mettre tout l'argent possible pour un Erasmus pour tous à 16 ans, qui donne la possibilité dans nos sociétés à tous les jeunes de dire l'Europe me donne quelque chose à moi aussi. Ce n'est pas une Europe qui donne seulement des choses à vous, qui êtes cosmopolite, qui parlez les langues, c'est une expérience pour tous. D'où le vote à 16 ans, enfin je fais le lien assez rapidement, mais ça le vote à 16 ans, rapproche un peu cette idée quand même d'ouvrir aux jeunes. Je sais très bien que c'est une proposition très clivante. Je le sais, en Italie, et les sondages le démontrent. J'ai fait cette proposition en Italie pour 2 raisons. La première, parce que j'ai vu les manifestations des jeunes sur le climat, et heureusement de voir ces jeunes qui font quelque chose de positif à 16 ans, qui s'engagent pour des missions positives. On peut dire qu'on peut les critiquer, on peut critiquer Greta pour beaucoup de choses, mais voir ces jeunes qui s'engagent, je pense que c'est seulement positif. Mais il y a une deuxième question, et je la dis en employant un terme très simple de chiffres. Je sais qu'il ne faut jamais employer les chiffres dans des conférences comme ça, parce que ça devient tout de suite ennuyant. Mais il y a un chiffre seulement qui, de mon point de vue, est décisif. Quand la Constitution italienne a été écrite, donc tout de suite après-guerre, les jeunes avant 16 ans étaient le double des seniors, de ceux qui avaient plus que 65 ans. Je répète le chiffre, étaient le double. Aujourd'hui, les jeunes sont la moitié. Alors, si on n'a pas la compréhension de qu'est-ce que ça veut dire en termes d'orientation de la société en tant que telle, c'est une société dans laquelle la voix des jeunes a un poids spécifique beaucoup plus petit. Et la voix importante est celle des seniors, ou de ceux qui ont mon âge. Alors, mon point à moi était celui de dire, ça ne change presque rien d'ajouter ceux de 16 ans, de 17, parce que c'est une cohorte très petite. Mais donner à ces jeunes la possibilité de se orienter, de se demander, de prendre des positions et de participer dans tout ça, je pense on peut critiquer cette proposition. J'accepte la critique. Mais j'accepte la critique s'il y a des alternatives. S'il y a d'autres propositions qui vont dans la même direction. Sinon, on va être une société dans laquelle on va être tous retraités et on va prendre des décisions qui ne vont pas regarder loin vers l'avenir. Parce qu'il n'y a rien à faire. Un jeune de 18 ans, de 20 ans, de 30 ans a une autre perspective sur ce sujet-là. Ce n'est pas un cas que sur le climat, il fallait attendre les jeunes de 20 ans pour prendre conscience que les choses étaient comme elles sont vraiment graves. Et c'est pourtant bien ce qui se passe, ce sont eux qui réveillent les consciences. Encore un petit pas en arrière, si vous voulez bien, Enrico Letta, vers l'Italie. Vous l'avez dit, Matteo Salvini, pour l'instant, n'est pas au gouvernement. Les choses changent. Les relations entre la France et l'Italie ont été très tendues. Entre Matteo Salvini et Emmanuel Macron, je suppose que cela vous a peiné. La relation entre ces deux grands alliés est revenue maintenant à peu près à la normale. Il reste le petit point Léonard Bassi, on va en dire un mot, c'est une actualité d'aujourd'hui. Le fameux homme de Vitruve qui finalement ne rejoindra pas Paris. Ça vous a peiné, bien sûr. Voilà, ça je pense, sur la dernière question, comme ça, vous voyez vous aussi qu'est-ce que ça veut dire travailler avec les TAR. Vous ne savez pas ce que c'est le TAR. Le TAR, c'est le tribunal administratif régional. Qui vient de Venise, pardon, je complète l'information, vénitien, c'est bien cela, qui vient de décider que finalement l'homme de Vitruve, qui est un tout petit dessin, 34 cm par 24, je crois, pas plus,
est extrêmement fragile, restera bien à Venise et ne viendra pas pour la grande expo Leonardo da Vinci à Paris. C'est la justice administrative qui a pris une décision comme ça, et franchement, je me demande quel est le genre de compétence. Mais l'Italie est un peu comme ça. Et donc, c'est une façon de partager un peu ses faiblesses. Et Salvini ne voulait rien envoyer du tout. Là, c'est autre chose. C'est-à-dire, la question clé de Salvini était celle exactement dans le même mood de Orban. Et la question était la suivante. Il faut construire ton propre message politique en créant un ennemi. Et si tu n'as pas d'ennemi naturel, il faut construire l'ennemi. Orban a fait comme ça. Et à la fin, Trump est en train de faire la même chose. Donc la question clé du message de Salvini, et c'est la question sur laquelle je me suis battu, je me bats avec la voix que j'ai, sans rôle politique, mais avec la voix que j'ai, je me bats contre ce message. Le message politique doit être un message de proposition sur ce que tu veux faire, où tu veux l'Italie. Non pas un message dans lequel tu prends un ennemi et sur l'ennemi tu construis ton message. Parce qu'à la fin, lui, il a fait un raisonnement, il a pris, c'était un raisonnement très très scientifique. Il a choisi Macron comme ennemi, Macron et la France comme ennemi, en sachant qu'il pouvait toucher beaucoup de stéréotypes assez faciles. Materazzi, Zidane, et on peut commencer la liste et on va terminer demain. Mais vous êtes là jusqu'à dimanche exactement pour faire cet exercice. Donc voilà, c'est plein. C'est le paradoxe de la proximité. On est vraiment tellement proche que c'est naturel que ce soit comme ça. Mais à la fin, ce discours sur l'ennemi est le pire des discours d'aujourd'hui, parce que c'est le discours avec lequel tu évites de dire ce que tu veux faire. Tu peux éviter parce qu'à la fin, il y a l'ennemi. Et je dis ça aussi, je le dis à tout azimut. La chose concerne aussi l'autre côté. On ne peut pas avoir l'ennemi Salvini qui, comme ça, efface toute responsabilité de dire qu'est-ce qu'on veut faire d'un côté ou d'un autre. La question clé est celle de dire que dans le temps d'aujourd'hui, il faut parler aux gens et avec les gens, il faut faire des choix compliqués. Et ces choix compliqués ont besoin d'éviter cette dérive populiste qui est la plus simple. Mais après avoir fait comme ça, vous détruisez tout, vous n'êtes plus capable de construire rien. Et en plus, il y a eu ce gâchis des relations avec la France, pas seulement avec la France, parce qu'on a ajouté la France à une relation tendue que traditionnellement, depuis 15 ans, l'Italie a avec l'Allemagne. Une relation très compliquée, très complexe, donc on a mis ensemble l'axe franco-allemand contre l'Italie, jusqu'à cette chose vraiment folle de la rencontre de Xi Jinping quand il est venu en Europe. Il a fait 2 étapes, puis il a fait aussi un détour en Principauté de Monaco, donc il en a fait 3. Je n'ai pas encore compris qu'est-ce qu'il allait faire. Disons, les 2 étapes importantes, c'était Rome et Paris. Et à la fin, à Rome, il y avait seulement les Italiens, il a rencontré seulement les Italiens. À Paris, avec Macron, il y avait Merkel, il y avait Juncker, donc il y avait la Commission européenne et il y avait l'Allemagne. Là, c'est la différence de contexte. Et je pense que ça a été un des problèmes. Et cet isolement italien a été un problème énorme. Et je pense qu'aujourd'hui, on est finalement dans une autre situation qui est, j'espère, la meilleure pour nous. Et plus normale, disons-le. Encore une anecdote peut-être sur cette question-là, et Leonardo da Vinci. Je pense quand même que c'est assez amusant. Il y a eu un journaliste français, un grand journal télévisé, qui a parlé du français Léonard de Vinci. Alors évidemment, là quand même, vous n'êtes plus d'accord. On n'est pas très loin d'Amboise, il ne faut pas exagérer. Il est mort en France. Il est mort en France, mais pas plus. Et juste encore une petite information, dans le Libération, la presse française parle beaucoup de ces rencontres de Blois. Et dans Libération, ils ont eu la bonne idée qu'ils ont parfois, sur ce type d'événement, de faire écrire le journal par des historiens. Parce que vous avez le temps de jeter un coup d'œil, il y avait un très joli article. Je connais les historiens. Et il y a un très joli article sur cet homme de Vitruve qui concluait en disant, mais finalement, Leonardo da Vinci, italien bien sûr, mort en France, d'accord.
mais c'était surtout un migrant qui allait là où il y avait du travail. Voilà pourquoi il était venu en France. Ça nous amène à un sujet qui vous est cher. Ouais, écoutez, c'est absolument ça, mais mon enfance a été marquée par cette petite expérience personnelle qui est la suivante. On habitait Strasbourg et on fréquentait le milieu des collègues de mon père, donc les universitaires de la faculté de maths, rue René Descartes, Strasbourg. Et on allait le dimanche matin à l'église, il y avait une église italienne, la mission catholique italienne de Strasbourg. Et là, le dimanche matin, il y avait le mélange, le dimanche matin, entre les deux communautés italiennes de Strasbourg. Il y avait la communauté italienne de Strasbourg des immigrés italiens, les maçons et tous ceux qui travaillaient dans des travaux durs, très durs. Une communauté de laquelle j'ai appris des choses énormes en termes de générosité, d'authenticité. Et puis il y avait la communauté italienne des gens qui travaillaient à Strasbourg, surtout pour les institutions internationales. Il y avait le Conseil de l'Europe, il y avait le Parlement européen, et donc c'était des diplomates. C'était tout autre chose. Et ces deux communautés se retrouvaient ensemble, et j'ai vu, et j'ai vécu tout ça, et donc je me suis dit tout de suite que la question des mobilités est une question essentielle, et là, c'est la question européenne. Vous avez très bien fait à citer Léonard de Vinci, parce que dans cette année, on parle de lui, je pense que c'est le meilleur exemple pour nous dire aujourd'hui que à la fin, l'Europe est beaucoup plus moderne de ce qu'on pense, parce que l'Europe nous donne la possibilité d'être pluri-identité. Et puisque personne d'entre nous, aujourd'hui, ne peut se définir avec une seule identité, parce que la vie aujourd'hui est une vie pluri-identitaire, dans laquelle donc, avec toutes ces sollicitations qu'on a, toutes ces différentes vies qu'on fait, et à la fin, l'Europe nous donne la possibilité d'être pluri-identitaire, et c'est une richesse. Donc je cherche, c'est pour ça que je dis les choses que je dis, je cherche de les faire vivre avec les jeunes, parce que, effectivement, aujourd'hui, si chacun d'entre nous se limite à dire « je suis français », moi je dis « je suis italien », mais il me manque quelque chose si je dis que je suis italien, parce que je suis orgueilleux de mes origines de Pise. Je le dis toujours parce que c'est la vérité. C'est là que je suis né, et probablement ce sera là que je vais revenir un jour. Et pour moi, Pise, c'est l'histoire, c'est plein de valeurs, d'anecdotes, de choses. Je cherche toujours de raconter ça aux gens qui viennent, mais à la fin, c'est la Toscane, c'est l'Italie, c'est l'Europe. Et tout ça est ensemble. Et on est pluri-identité. Et c'est pour ça que l'Europe est la plus moderne aujourd'hui des constructions, aussi culturelle, parce que ça nous donne la possibilité de compléter tout ça. Faire l'Europe dans un monde de brut, donc j'ai cité, c'est le titre que vous avez choisi, livre que vous avez écrit avec Sébastien Maillard, qui dirige l'Institut de l'Or, également un journaliste, mais passionné d'Europe lui aussi. Sur la couverture, je vais quand même le faire remarquer, ou le dire pour ceux qui n'ont pas encore vu le livre, Emmanuel Macron, bien en place, en premier, Angela Merkel juste derrière lui, et encore derrière, avec un rictus assez, comment on va dire, sardonique, vous acceptez Trump, Donald Trump. Donc c'est pas pour rien une couverture comme ça. Et les trois regardent. Et les trois regardent quelqu'un qui nous tourne le dos, qui s'appelle Poutine. Je ne l'avais pas reconnu. Donc la brute, c'est qui? C'est Trump. Vous dites, faire l'Europe, il en est beaucoup question dans cet ouvrage. L'Europe est malade, elle doit devenir adulte. Adulte face à des Trump, par exemple, vous le dites dans le livre. Je pense que le discours en faveur de l'Europe doit être un discours qui doit tenir compte du changement dans le contexte mondial. Et le changement, on l'a vécu en cette année 19 et dans les dernières années, et on le voit surtout dans le changement, j'ai cité auparavant le changement démographique de mon pays sur la question jeunes et seniors. Mais la même chose, on peut la dire sur le monde et l'Europe. Là aussi, excusez-moi si je cite des chiffres, mais c'est incroyable. Nous, les Européens, quand je suis né, donc années 60, on était le 21% du monde.
en termes de population. Et de puissance économique, n'en parlons pas. De puissance économique, beaucoup plus. Mais 21%. Et les Africains étaient 6%. Ce rapport va être complètement bouleversé dans 20 ans. Et la démographie est une science exacte, donc ça va être comme ça. Nous, les Européens, on va être 6% du monde, et les Africains vont être le 20% du monde. Donc, dans un monde qui va devenir de 10 milliards d'habitants, il était 3 milliards quand je suis né. Alors, c'est deux petits chiffres, et voir le fait que, je pense, si j'étais venu là il y a 10 ans, le plus important de nos instruments de vie, c'est-à-dire le mobile que chacun a dans sa poche, il y aurait eu probablement peut-être une moitié de la salle qui avait un mobile européen dans sa poche. Nokia, par exemple. Il y avait Ericsson, il y avait tout ça. Aujourd'hui, si je vous demande quelle est la nationalité, Ne redemande pas. et si je vous demande si vous avez conscience où sont stockées les données de votre mobile. Des milliards de données. Alors, les données de votre mobile sont stockées, un tiers de cette salle, comme moi, à Cupertino, en Californie, un autre tiers à Séoul, un autre tiers à Shanghai ou Beijing, je ne sais pas, où Huawei tient ces trucs, on ne le sait pas. Et ces données, c'est la nouveauté de nos vies, parce que ces données, c'est notre identité. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que notre personnalité, notre identité sort de notre corps et se trouve stockée dans un endroit physique. Et notre civilisation juridique est complètement organisée pour défendre notre personnalité quand elle est dans notre corps, donc les droits de la personne. Mais quand elle sort de notre corps, cette deuxième identité, elle est totalement sans protection. Et dans quelques années, il va y avoir une troisième identité, celle aussi sans protection, ça va être la machine qui va faire les choses à notre place. Alors, quel est le point et pourquoi j'ai cité tout ça? Parce qu'à la fin, sur ce sujet qui va être le sujet clé du futur, l'emploi des données personnelles, la protection des données personnelles, parce qu'avec les données, vous gagnez des campagnes électorales, vous faites gagner un produit dans un marché, vous faites du chantage personnel aux pays, aux industries. Donc à la fin, c'est ça le pétrole du futur, pour lequel probablement il y aura les guerres. Donc mon point, moi, c'est que ça, c'est la démonstration du fait que c'est plutôt Chine-États-Unis. C'est plutôt Chine-États-Unis. Donc à nous de comprendre que ou bien on est tous ensemble, et même sur ces sujets, on prend un leadership, pas seulement pour construire notre mobile à nous, mais aussi, par exemple, pour réguler et avoir des règles qui soient capables de protéger notre deuxième identité au niveau global. Mais pour faire ça, je le dis, on a un slogan, peut-être c'est trop simpliste, mais c'est ce que je pense. Si Boris Johnson gagnait dans son pays, et s'il gagnait tellement bien que ça devenait viral, et on avait 28 Brexit, imaginez-vous le cauchemar, 28 Brexit, je ne dis pas 28 Boris Johnson, ça ce serait un peu trop, 28 Brexit. Si on avait 28 Brexit, et donc on avait l'Europe qui se délitait, à la fin, chacun de nous, le débat français, le débat italien, le débat portugais, autrichien, serait de décider si être dans quelques années colonie américaine ou colonie chinoise. Il n'y aurait aucune colonies. Oui, à choisir si de l'un ou de l'autre. On n'aurait aucune possibilité, tout seul, d'être au niveau de puissance des deux. On peut l'être seulement si nous sommes ensemble. Et ça, c'est dans les règles du commerce international, la protection des données, les questions de sécurité, on le voit maintenant. On le voit maintenant, dès 2 jours. Et donc c'est quelque chose qui touche nos valeurs, notre existence et le futur. Parce qu'en fait, ce changement démographique et de puissance fait en sorte que les raisons pour lesquelles on a fait l'Europe ne sont plus suffisantes aujourd'hui. Il faut mettre de nouvelles raisons. Et j'ajoute, ce sont les raisons de survie de nos valeurs dans un monde dans lequel, si ce n'est pas nous,
faire en sorte que ces valeurs soient gagnants, forts et capables d'influencer le monde, il n'y va pas y avoir beaucoup d'autres parties du monde qui vont faire ça. Donc c'est une énorme responsabilité pour nous, pour nos enfants et je pense pour le reste du monde. Ce que vous appelez devenir adulte en Europe, et comment pourrait-elle, par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'elle devrait être plus puissante sur le plan économique, elle l'est déjà, mais elle pourrait l'être davantage. Est-ce que ça passe par une meilleure acceptation de l'euro, qui est aujourd'hui contesté dans certains pays européens? Est-ce qu'il faut renforcer le budget, j'imagine que vous allez me dire oui, il est à 1%, je le rappelle, de l'Union européenne. Est-ce qu'il nous faut même aller jusqu'à un ministre des Finances? Quel serait ce que vous préconisez pour que nous soyons davantage adultes? Je reprends votre formule. Il faut faire tout ce que vous dites, mais il faut surtout avoir le leadership sur les questions qui ont aujourd'hui une double importance. Le débat mondial et les questions qui nous font renouer avec nos citoyens, avec nous les citoyens. Et les deux questions clés, de mon point de vue, c'est l'humanisme technologique. Je viens d'en parler et je pourrais ajouter d'autres réflexions sur ça, mais je pense que c'est la question clé. On est tous en train de comprendre qu'on est en train de reporter toujours les limites. Toujours les limites. Chacun d'entre nous, chaque jour, s'interroge sur le fait que votre mobile vous connaît mieux de ce que vous-même vous connaissez de vous-même. Il vous anticipe. Et j'ajoute que même le monde politique, on a tellement une extension potentielle de deepfake, comme on dit. La technologie aujourd'hui construit un visage d'un homme politique et sa propre parole changée, mais absolument crédible. Et donc vous voyez une image, une vidéo de quelqu'un qui parle, qui dit des choses. Normalement, ce qui va se passer, c'est que ce ne va pas être des choses complètement non vraisemblables, parce que sinon le jeu est tout de suite découvert, mais des choses à la limite. Et vous dites, mais c'est lui qui a dit ça. Mais la technologie fait en sorte qu'il y a la possibilité de changer tout ça. Donc, on est en train de passer des limites, sur lesquelles je ne veux pas arrêter le progrès, c'est pas ça le point. On veut le progrès parce que le progrès est positif. Je le dis toujours à ceux qui attaquent les réseaux sociaux. Sans réseaux sociaux, il n'y aurait pas eu les jeunes sur le climat. Ils sont là parce qu'il y a eu les réseaux sociaux. Et sinon, il n'y aurait rien sur ce sujet. Donc, ça dépend de comment on emploie tout ça. Mais à la fin, la question de l'humanisme technologique est essentielle. Et la deuxième, la question environnementale. C'est-à-dire le fait que l'Europe a un leadership potentiel et naturel, et c'est un leadership qui peut renouer avec nos citoyens et peut être un leadership dans le monde de demain, parce que on ne s'attend pas de voir les Américains de Trump, mais je ne pense pas, je ne sais pas si un autre président, il sera mieux que Trump. Mais ce ne sera pas, avec toutes les limites que les États-Unis ont, capable d'être dans ce domaine de leadership comme nous, les Européens, on peut être. Donc, je pense qu'on a une grande responsabilité, surtout sur ces deux sujets. Que dites-vous à tous ces Européens, ils sont très nombreux, pas forcément dans les camps populistes uniquement, qui critiquent beaucoup l'Europe? Vous proposez de débruxelliser l'Europe. C'est une formule néologisme, enfin on a tous compris ce que cela veut dire. Mais comment arriverez-vous à les entraîner ou à les convaincre de voir les choses autrement? J'ai toujours aimé beaucoup une des phrases, un des slogans de Delors qui disait « il faut une fédération d'États-nations ». J'aime beaucoup cette phrase parce que je pense que effacer l'État-nation est une idée très belle théoriquement, mais pas seulement risquée. Il y a une question, premièrement, de langue, deuxièmement, de tradition, troisièmement, de lien avec une culture, avec le beau de l'Europe. C'est exactement le fait que l'Europe peut mettre des identités l'une sur l'autre, sans devoir effacer l'identité. Moi, je veux rester italien. J'ai aucune intention de faire effacer mon identité italienne à laquelle je suis lié. Surtout quand je vois un Allemand qui arrive et qui demande un cappuccino à 4h de l'après-midi. Et encore pire si c'est lui qui me le fait. Voilà.
La question de l'identité, à part les blagues, mais c'est une question dans laquelle l'Europe ajoute une identité, et je pense que ça, c'est la question essentielle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire débruxelliser, de mon point de vue? Ça veut dire que moi, j'aime l'idée que l'Europe est faite des capitales nationales. Je n'aime pas l'idée que l'Europe est seulement Bruxelles. Quand on dit l'Europe a décidé, on dit Bruxelles a décidé. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je pense que c'est une erreur, comme l'idée de faire toutes les réunions du Conseil européen à Bruxelles. Je disais toujours quand j'étais aux affaires, il faut les faire dans les capitales ou dans les autres villes, parce qu'il faut déplacer, il faut faire vivre les territoires, parce que l'Europe, c'est les territoires. La grande force de tous nos pays, c'est ça. C'est le fait que chaque coin de notre territoire, c'est une histoire longue de centaines d'années, de siècles. Et il faut vivre ça avec. Donc voilà, c'est pour ça que je disais débruxelliser. C'est une façon de dire que les institutions européennes doivent être capables de tenir ensemble, mais en sachant que effacer l'État national, ça va provoquer le populisme et le nationalisme. Il faut tenir ensemble, et on peut le faire, et je pense qu'on puisse le faire, et je pense que ce serait bien. C'est aussi la façon de dire, ensemble, on est plus puissant, parce qu'on met ensemble les caractéristiques positives que chacun a, et qui sont mises ensemble. La question de la sécurité, par exemple. C'est beaucoup mieux qu'on ait la possibilité, avec le drapeau européen, d'employer les assets, les atouts que chacun peut mettre, plutôt que les limiter. C'est pour ça qu'il faut ajouter et non pas effacer. Pourquoi vous avez dit à un moment qu'on marcherait à 19, enfin en gros la zone euro, et que c'est quand même bien compliqué à 28, et à cette époque c'était lorsque Viktor Orban, vous avez mentionné tout à l'heure, président de la Hongrie, construisait des murs de barbelés, on revient à la question migratoire, enfin beaucoup de propositions qui étaient faites du côté des pays de l'Est surtout, qui ne vous convenaient pas du tout et qui vous semblaient presque impossible du coup de faire marcher une Europe à 28 sur des positions aussi tranchées. Moi j'aime l'idée d'une Europe à plusieurs vitesses, parce que je pense que, premièrement, c'est la vérité, c'est ce qui se passe. Schengen, l'euro, ce sont des expériences qu'on fait à plusieurs vitesses. On n'est pas tous ensemble. Et deuxièmement, parce que c'est la façon, à plusieurs vitesses, de faire avancer. Parce que quand on est devenu 28, on a donné un peu de droit de veto à un numéro excessif de gens. Et quand on était 12 ou 15, on savait comment s'en prendre, surtout à la dame qui avait employé le droit de veto. Et il savait comment faire en sorte qu'elle accepte que les autres avancent, en acceptant que le Royaume-Uni n'avançait pas autant que les autres, mais sans bloquer le reste. Mais regardez, je fais un exemple d'actualité stricte, quelles sont les conséquences négatives des droits de veto à la fin, qui existent encore en Europe. On les a vus sur la question migratoire, et on est encore là, on est dans une situation dans laquelle il n'y a encore pas de solution. Moi, je prêche pour une idée d'un nouveau traité qui efface Dublin et soit fait par seulement les pays qui veulent, et dans lequel il y a des règles de majorité. Mais je voulais faire un autre exemple, la question des taxes, des impôts, qui est une question qui nous touche à nous tous. Et la question des impôts est une question sur laquelle l'harmonisation fiscale européenne n'a jamais eu lieu, parce que le Royaume-Uni avait mis le veto. Donc il disait, les impôts, c'est national, il n'y a rien d'européen là-dessus. La conséquence de tout ça, c'est qu'on a une liberté, chaque pays fait comme il veut, mais jusqu'à des limites qui sont, de mon point de vue, quand on a la même monnaie, inconcevable que le Luxembourg, le Pays-Bas et l'Irlande aient des paradis fiscaux qui font en sorte que toute politique fiscale nationale, française, italienne, avec la mobilité des capitaux et le fait qu'on est dans le même système de monnaie, sont pratiquement impossibles. Vous faites une progressivité de l'impôt qui ne convient pas à certains, simplement les capitaux s'en vont au Luxembourg. Et je pense que tout ça est inacceptable. Il y a cette actualité, Enrico Letta, depuis hier ou avant-hier, l'OCDE, qui viendrait peut-être à notre secours à ce sujet, puisqu'on demande à ce qu'on paie des impôts dans les pays où on fait des affaires. La question de l'Atol paraît une et de évidence, mais ce l'Irlande, n'est pas le cas. la
question de Apple et de l'Irlande est une question qui a de l'incroyable. Incroyable. Il y a une commissaire européenne brave et courageuse, Margrethe Vestager, qui attaque Apple. Apple aujourd'hui est plus puissant que 590 pays du monde sur 200. C'est un pays qui pourrait entrer dans le G20 en termes de pouvoir. Attaque Apple, le fait condamner à payer 13 milliards d'euros à un pays européen, l'Irlande, et ce pays dit « Ah non, nous on n'en veut pas ». Imaginez-vous qu'en Italie on puisse avoir 13 milliards d'euros, ce serait une moitié de votre budget, ce serait fondamental. Les Irlandais disent « Non, s'il vous plaît, surtout pas ». Alors là, franchement, là il y a un problème sérieux. Évidemment. Je voudrais qu'on laisse un peu de temps à la salle. Je suis sûre qu'il y a des questions, des commentaires pour vous, Enrico Letta, si on veut bien donner un peu de lumière et peut-être nous dire s'il y a un micro prêt à se balader. Voilà, qui souhaite faire peut-être une question, un commentaire, on ne les prendra pas toutes, mais on va un peu prendre là devant et je vais me permettre de dire que je crois que c'est une dame italienne, puisque j'ai parlé avec elle, qui fait partie des gens venus en France. Il est ouvert, je pense, ou pas? Pas encore. Eh bien, ça se passe peut-être en régie, voyons. Alors, je remercie beaucoup le Pas professeur ouvert. Letta. Et je me souviens très clairement de votre entretien auprès de Fabio Fazio, au début de votre gouvernement, où il y avait une place, une promesse pour une politique culturelle. Votre gouvernement n'a pas eu la possibilité de la développer. Est-ce que vous croyez que la situation actuelle de l'Italie, c'est un profond échec culturel, avant d'être un profond échec politique? Ça, c'est la première question. Pour la deuxième question, vous avez parlé de colonisation américaine et chinoise. En pensant à la dégoûtante politique de Salvini avec la Russie, vous n'avez pas nommé justement Poutine et la Russie, compte tenu que Salvini a ouvert un grand portail de durée à la Russie pour qu'ils puissent rentrer. Ok. Je reprends vos deux questions, peut-être qu'on n'a pas tout entendu, je ne suis pas sûre que le micro soit ouvert. Hein. La première, une politique culturelle en Italie, vous en aviez rêvé, vous l'aviez annoncé, vous n'avez pas forcément le temps de la mettre en place, on l'a dit. Donc on va y répondre tout de suite. Donc elle n'existe pas aujourd'hui, c'est la question qui vous est posée. Et la deuxième question, vous avez parlé des colonies possibles si chacun se mettait à faire un Brexit, un Italxit, etc. Mais vous n'avez pas mentionné le rôle de Poutine dans tout ça. Deux questions, on va y répondre assez rapidement, qu'on ait le temps de prendre d'autres... Sur la première, j'ai toujours pensé, je le répète aujourd'hui, que l'Italie peut jouer son influence dans le monde, et le brand italien gagne seulement s'il est lié naturellement à la force de la culture. Je crois et je vois que le changement que dans les dernières semaines, même en termes de relations, de disponibilité, le ministre Franceschini a fait, est très important en termes de changement de... Parce que la culture, ça veut dire l'internationalisation, l'être mondiaux par définition. Et donc je pense que là, c'est le point essentiel. La question est une question de priorité, mais c'est une question aussi et surtout d'argent. Donc c'est une question qui concerne le fait, et là j'ai vu toute la différence en voyant les deux pays de l'intérieur, la France et l'Italie, du fait que l'Italie a vécu une saison d'austérité que la France n'a pas vécue. L'Italie l'a vécu à cause du fait que dans les années de la crise financière, les taux d'intérêt italiens montaient parce que l'Italie était attaquée par les marchés à cause de sa potentielle unaccountability. Et donc cette attaque a fait en sorte que nos taux d'intérêt sont montés et on a dû faire des coupes dans le budget qui ont été faites de façon, comme on dit, en français il y a une expression, en italien on dit on a fait Italie linéaire. En français il y a une autre expression de Gergal de Bercy que je ne me rappelle pas. Mais c'est exactement la même chose. Donc on a coupé un pourcentage pour tous. Ce qui naturellement ne doit pas être, parce qu'il y a des sujets sur lesquels il faut investir. Donc je pense que la question est surtout liée au rôle des dépenses publiques. Je dis ça parce que je trouve impensable
que le rôle des dépenses publiques en matière de culture ne soit pas le drive de tout. Il faut l'argent privé. En France, il y a des très belles initiatives de fiscalité sur ça aussi, et ça marche très bien. Mais s'il n'y a pas de drive public, à la fin, ça ne marche pas. Et en Italie, ce drive public a chuté à cause des coupes, et ça a été une des conséquences les plus graves. Mais j'ai confiance dans ce que le ministre de la Culture est en train de faire, et il est déjà venu à Paris tout de suite. Ça a été une des premières visites qu'il a faites. Je pense que c'est très important. La deuxième question, la Russie. Alors, je suis moins préoccupé de la Russie que des autres, pour une raison très simple. Si vous regardez la démographie de la Russie, c'est une démographie désastreuse. Donc, la Russie a un problème de futur très fort, et la Russie surtout a raté l'occasion qu'elle avait d'employer les revenus du fossile dans les années passées pour faire la transformation de son économie. Elle ne l'a pas fait. Il y a une inégalité complète et totale, et les revenus du fossile vont baisser. Ça, c'est le futur. Donc, on se demande que va être la puissance économique dans un moment où, en plus, la puissance démographique de la Russie va baisser. Il y a un point sur lequel la Russie a un avantage de puissance par rapport à nous tous, et même aux Américains. La Russie, aujourd'hui, est peut-être le seul pays parmi les grands pays du monde capable de mettre boots on the ground, comme on dit en bon français, c'est-à-dire capable d'accepter que ces jeunes meurent en guerre. C'est une chose que nos pays sont de moins en moins capables d'accepter. Et surtout pas les États-Unis, en effet. Ça a été la cause de tout lié à la Syrie. La Syrie, il n'y a pas eu d'intervention à cause des conséquences de l'Irak et de l'Afghanistan. Et du fait que nos sociétés ne sont plus capables d'accepter ça. Est-ce qu'on va substituer tout ça par des drones ? Je ne sais pas, je vois aujourd'hui des sociétés européennes qui achètent les drones chinois, qui ont aujourd'hui une bonne leadership industriel sur le secteur. Je suis un peu préoccupé naturellement sur le sujet. Merci pour ces réponses, Enrico Letta. Encore une ou deux remarques, peut-être un petit peu plus loin. Par ici. Merci. On vous écoute. Alors, premièrement, je voudrais bien vous remercier pour cette conférence très intéressante, et la question de la Russie m'a intéressée le plus parce que j'ai des origines, je suis russe. Voilà. Vous êtes russe? Oui, je suis russe. Pas que, voilà. Donc j'avais une question avant que vous ne vous penchiez sur la question de la Russie. Une question, en fait, votre vision de l'Union européenne m'a fait penser à Zbigniew Brzezinski, qui, il y a des dizaines d'années, réfléchissait sur le grand échiquier du monde, et qui disait, en fait, et pour lui, l'Europe, c'était le terrain de jeu des intérêts de deux pays, de la Russie et des États-Unis. La Russie, à l'époque, c'était l'URSS. Depuis, bien sûr, la Russie, elle a perdu de son poids sur la scène internationale, mais est-ce que l'Europe n'est quand même pas une proie de la politique américaine, surtout avec l'héritage de la Seconde Guerre mondiale? Et par rapport à la Russie, juste une petite remarque, la Russie, il paraît, a encore un autre avantage écologique, ce sont les ressources d'eau. Bien, on va répondre à cette question. Alors, j'en prends juste une deuxième pour laisser le temps à Enrico Letta de vous répondre, parce qu'on terminera à l'heure, c'est-à-dire dans peu de temps. Est-ce qu'il y avait une autre main levée quelque part? Il y en a eu ici, et un micro déjà en main, allons-y. Oui, je voudrais vous remercier aussi pour tous vos éclairages sur différents points. Et je voudrais revenir à la politique italienne. Vous avez évoqué au début de l'entretien la fragilité du gouvernement actuel. Et je voudrais savoir ce que vous pensez de la naissance du nouveau parti créé par Matteo Renzi. Je crois qu'Enrico Letta a très envie de parler de Matteo Renzi. C'est ce que nous allons voir. On répond d'abord sur la Russie, je crois qu'on vous a donné une réponse. Non, mais sur la question était intéressante sur les États-Unis. Oui. Parce que je pense qu'à la fin, on a sous-estimé l'impact de Trump en Europe.
parce que l'impact de Trump en Europe a été un impact très large, très important, un impact premièrement sur les questions de langage politique. Même un choc en fait. Je pense qu'il a, on dit dédouané en français, il a dédouané un langage auquel on n'était pas habitué à la fin. Il a rendu tout ça naturel, le fait que les gens fassent et disent au niveau le plus élevé, donc non pas au niveau d'un débat politique entre leaders politiques d'opposition, mais au niveau de hommes d'État. Et là, franchement, c'est un premier point. Deuxième point, il a dédouané cette America First. C'est la première fois à la fin que tout ça est théorisé comme on l'a vu, parce que ce n'est même pas ce que les faucons républicains de la période Rumsfeld ou Wolfowitz faisaient. C'est tout autre chose. C'est une question simplement d'intérêt économique. Et à la fin, ce que Erdogan est en train de faire, c'est l'application de America First. Non de America First, mais de l'idée que chacun fait sur celui qui est plus faible que lui ce qu'il veut. Ça, c'est exactement le point. Donc on passe d'un système multilatéral basé sur des règles qui protègent le petit et le grand à cause de ces raisons, à un système dans lequel si tu es plus fort, tu imposes au plus petit ou au plus faible ce que tu veux. Et regardez la force de l'Europe. Un petit exemple auquel je suis très... La question de l'Irlande et le Brexit. Il y a eu tout le débat londonien et britannique sur le Brexit, un débat entre eux, sur la puissance de Londres, et ils s'en fichaient complètement des conséquences sur l'Irlande. Petit problème, le fait que l'Irlande est unie. Et l'Irlande avait une frontière qui était une frontière de Sunday, blindé Sunday, donc une frontière cinglante. Et grâce à l'Europe, cette frontière a cessé d'avoir du sang. Et grâce à l'Europe, je voyais un tweet de Michel Barnier qui a fait un remarquable travail sur ce sujet avec le Premier ministre irlandais, et le Premier ministre irlandais qui disait, on le savait, mais encore plus on a compris l'importance de l'Europe. Parce qu'on est dans un système dans lequel on est protégé pour les valeurs, pour les règles, non pas pour la force, parce qu'on est plus faible que les Britanniques. Donc, s'ils faisaient un choix comme ils le voulaient, ils nous balayaient sur ce choix. Et ça, c'était le point essentiel. Alors, la même question est l'application de l'America First comme règle. Erdogan est en train de le faire. D'autres pensent faire la même chose. Ce qui s'est passé avec Cachemire il y a quelque temps, c'était pas très loin de ça. Ça veut dire que ça donne la possibilité à chacun de régler ses propres affaires dans son propre courtyard avec la règle du plus fort, avec la règle de la force. Alors là, je trouve que c'est quelque chose qui est en train de bouleverser tout. Et il faut absolument bloquer, limiter ça. C'est pour ça que je pense que les élections les plus importantes pour l'Europe vont se passer en novembre 2020, elles vont se passer aux États-Unis. C'est-à-dire la possibilité d'avoir un nouveau Trump, ou d'avoir un autre ou une autre présidente. Et je pense qu'une autre présidente aurait, même le fait d'être une présidente qui bat Trump, aurait aujourd'hui un effet de meaning, un effet de significat énorme par rapport à ce qui est en train de se passer sur ces sujets. On va être obligé de s'arrêter, c'est dommage, mais je vais vous laisser répondre sur je ne peux pas parler. Non, si, bien sûr que si, vous allez le faire. Je voulais juste ajouter, mais alors, là je regrette vraiment qu'on n'ait pas le temps de le développer, vous avez parlé d'environnement, on l'a fait un petit peu vite, et des jeunes. Cet effet rebond d'entraînement et de mauvais exemples, entre guillemets, dont vous venez de parler à propos de Trump, on pourrait le dire aussi à propos de l'environnement. Nier les accords de Paris, c'est un exemple là aussi, dramatique. Sur les accords de Paris, on a vu qu'est-ce que ça veut dire que l'Europe est unie. L'Europe unie a tenu tous les autres. Trump est sorti tout seul. Ouais. Même pas le reste des États-Unis. Le reste des États-Unis est resté. Donc là, ça veut dire que la force magnétique d'un leadership européen, si l'Europe est unie, est quelque chose d'énorme. Et c'est bon. Allez, le dernier mot sur le PD et sur Matteo Renzi, si vous le souhaitez.
Je pense qu'aujourd'hui, je n'étais pas d'accord avec ce choix pour une raison très simple. Je pense qu'aujourd'hui, on a couru un énorme risque. L'énorme risque était d'avoir Salvini Premier ministre tout puissant en Italie avec la majorité absolue des voix. Voilà. Alors, on a une situation qui reste fragile, mais grâce à cette nouvelle situation, il y a eu des changements très importants. Il faut soutenir ce système et il faut faire en sorte que ce système fasse ce qui est nécessaire pour venir à l'encontre des citoyens et trouver des solutions aux questions. Le fait que les citoyens tout de suite regardent ce qui se passe dans le centre-gauche en disant ils viennent de revenir aux affaires, aux manettes, et ils commencent tout de suite à se disputer entre eux. Ça donne tout de suite l'idée que ce n'est pas quelque chose de sérieux. Donc, ma critique était et reste seulement sur ce point-là. Et je dis, il faut que tous soient capables de faire en sorte qu'on travaille dans cette dimension et on travaille. Mais si je peux ajouter un mot en conclusion, la chose la plus importante pour moi était celle de pouvoir, dans mon expérience française dans ces derniers temps, faire ce que mon père avait fait quand il était entré à l'université de Strasbourg. Il lui avait demandé de se présenter, et il l'avait fait. Moi, j'ai fait la même chose en France, et j'ai pu dire donc comme lui, en sachant que c'est la pure vérité, et le fait de le dire ici, dans un des grands lieux des châteaux de la Loire, de dire, quand on demande qui je suis, et de pouvoir répondre, voilà, l'État c'est moi.